je voudrais simplement, pour parler longtemps de Jordi Vidal, dire que c'est quelqu'un qui travaille, qui s'intéresse au cinéma depuis longtemps avec une analyse critique, et qu'il y a bien longtemps, il y a une quinzaine d'années maintenant, il était à l'origine d'un cycle à Perpignan qui s'appelait le tiers cinéma. Alors pas tiers comme méchant dans la commune, hein, mais voilà, comme une approche de film qui pouvait questionner la société actuelle et ses fondamentaux. Et pendant 2-3 ans, on avait passé des films, parfois très connus, mais avec une approche particulière, il en parlera mieux que moi. Et parmi ces ouvrages, c'est ça que je voulais vous dire en préambule, il y a un ouvrage qui s'appelle Traité du combat moderne, qui est une analyse de l'ensemble de la filmographie de Stanley Kubrick. Pour en parler peut-être tout à l'heure. Donc, c'est quelqu'un qui tournait, qui analysait le cinéma, et puis là, il a fait plusieurs films, ou plutôt pour le web, récemment, des films qui ne pouvaient pas trop sortir, enfin un peu sous le manteau, qui sont disponibles sur le site de l'Archipel Contre-Attaque. Et grâce à Calimago Film et à des producteurs de Perpignan, dont François Boutonnet, ici présent, qui fait ça quasi bénévolement, je tiens à saluer son engagement militant aussi depuis des années pour le cinéma d'auteur, le cinéma indépendant, etc. Il est lui-même cinéaste. Eh bien, pour la première fois, Jordi va pouvoir sortir en salle un film. Et c'est cet ensemble que je voulais rappeler en préambule du débat, et sans rentrer, bien sûr, sur le contenu qu'il nous propose. Voilà. Ça va aller mieux là maintenant. Alors, une question, je démarre un petit peu. Ok. Donc, ce qu'il y a de dire, c'est que le rapport que j'ai au cinéma est un rapport très passionnel, et peut-être aussi que c'est un rapport qui est relativement, pas en opposition, mais en décalage avec ce qui pourrait se jouer et encore on ne va pas généraliser, dans le rapport universitaire. C'est-à-dire qu'il y a, dans la conception que j'ai du cinéma, il y a toujours une dimension subjective, il y a une dimension aussi de mise en perspective historique, et en même temps une volonté, pour ce qui me concerne, de montrer qu'un film qui s'est passé à une certaine époque peut être revu, comme un livre peut être relu, avec une actualité totalement différente. Et parfois, notre rôle de passeur, c'est de montrer à quel point un film qui a été tourné dans les années 20-30 peut être un sujet d'actualité contemporain. Je prendrai comme exemple le travail que j'ai fait ces derniers temps avec ce qu'on appelle les films du pré-code. Films du pré-code hollywoodien, c'est-à-dire avant qu'il y ait le code de censure Heinz qui va intervenir en 1932. Donc il y a une série de films entre 29 et 32 que j'ai programmés, que j'ai montrés, que j'ai développés, et ça a donné des rencontres avec le public assez importantes, dans le sens où ces films n'étaient plus perçus comme un film du passé, mais les problématiques, et des problématiques sociales, de contestation de la société, de problèmes de lutte féminine, de revendications féministes, d'égalité, de conflits sociaux qui trouvaient des exutoires et qui trouvaient une expression à travers la solidarité, prenaient, dans le contexte dans lequel ils étaient présentés, une actualité absolument incroyable. Cette programmation a eu lieu en même temps que le mouvement des Gilets jaunes. Et donc, ce rapport qu'il y avait entre les Gilets jaunes, la question sociale, etc., était quelque chose d'essentiel. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, toujours qui m'a passionné dans le cinéma, une partie du cinéma, ce qui n'empêche pas que le film de genre m'intéresse passionnément, mais c'est aussi la façon dont on va poser une question qui est une question de société, qui est une question de démocratie, qui est une question d'engagement, et qui est une question, par exemple, de solidarité de classe, et de conflit de classe, et de lutte sociale, et de lutte révolutionnaire. Une partie du cinéma est porteur de ça. Cette partie du cinéma qui, moi, m'intéresse, et c'est ce dont je voulais rendre témoignage dans ce film, c'est comment un peuple
n'est pas composé d'individus qui mènent une guerre du tous contre tous, comme très souvent les réseaux sociaux contemporains le mettent en place, mais peut être basé sur la solidarité, la fraternité, l'entraide, et peut effectivement avoir entre soi un rapport humaniste et un rapport collectif. Une partie du cinéma m'intéresse de ce point de vue-là, et c'est vrai que le travail que nous avions mené à l'époque de Tiers Cinéma, comme plus tard ce que j'ai pu faire sur le précode, était inspiré par ce désir-là, c'est-à-dire, montrer la modernité d'objets cinématographiques passés en relation avec le monde contemporain. Quand je pense que le son est venu. C'est mieux? Oui, oui, oui. Bon, voilà, donc la technologie nous a rejoints. Et dans le film, par exemple, que j'ai fait sur la Sardane, le point qui me semblait essentiel, c'était aussi de montrer, dans une époque comme la nôtre, où il y a des phénomènes d'individuation, il y a des phénomènes, comme je dis, de guerre de tous contre tous, de montrer une partie cachée, une sorte d'omerta qui a pu se jouer sur un processus révolutionnaire comme celui qui a existé en Espagne, en Catalogne, qui a existé en France, puisque une bonne partie du film parle d'une période entre 68 et 74, 1868-1874, qui a à voir effectivement aussi avec le 1871 de la Commune de Paris. Or, il me semble que toute cette période révolutionnaire actuellement est très largement escamotée. On va nous expliquer que toutes les révolutions vont conduire à la barbarie, on va nous expliquer qu'il est impossible de mettre en place une démocratie directe, et il y aura toujours une sorte de récupération qui va être faite en disant qu'il y a une impossibilité. On le voit aussi, et là c'est une partie de mon activité critique et théorique, il y a toute une idéologie qui s'est mise en place, principalement aux États-Unis, qui s'appelle les Cultural Studies, qui ont produit le postmodernisme, où en gros, le racialiser, le genre, a remplacé la lutte de classe, a remplacé la question sociale. Or, une revendication féministe ne peut exister que dans un contexte de lutte de classe, dans un contexte de lutte révolutionnaire et de changement de paradigme. On ne pourra pas mettre fin à la domination de l'homme, à la domination masculine, sans qu'il y ait une prise en compte de ces rapports d'égalité pratique. Cette tendance idéologique que j'ai contestée et critiquée dans un certain nombre de mes bouquins, c'est aussi quelque chose que je veux montrer dans ce film. À savoir que ces rapports de manipulation, la façon dont, par exemple, un pouvoir quel qu'il soit, dans le cas présent, c'est un pouvoir nationaliste catalan, qui va s'approprier une petite danse et qui va en faire une sorte d'image d'Épinal de sa propre réalité. Donc il va lui donner une historicité fausse, il va lui donner des paramètres faux, et partant de là, il va complètement occulter la dimension radicale, la dimension révolutionnaire, qui a été à la base constitutive de cette danse. C'est ces mécanismes-là qu'il me semble important de dire et de montrer. Et je pense que ce film, prenant un objet du XIXe siècle, parle des phénomènes de manipulation contemporains et parle de ce qui est en train de se jouer, c'est-à-dire ce que j'appelle la réécriture de l'histoire. Il y a une réécriture permanente de l'histoire actuellement. Ce qu'on dit dans le film, le directeur du musée de la musique avec Anna, il y a un dialogue qui pour moi est essentiel, c'est quand ils disent « Alors, le 19e siècle, à l'école, on ne l'étudie plus. On ne l'étudie plus au lycée, on ne l'étudie plus au collège, on ne l'étudie plus nulle part. Pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est un siècle révolutionnaire. Et bien évidemment, cette idée qu'il puisse y avoir une pensée révolutionnaire, humaniste, qui pose des rapports de fraternité, qui pose des rapports d'égalité et d'entraide, c'est quelque chose d'incompatible avec la société contemporaine. Donc, comme le dit à un moment Jean-Aimé Ayatz, il vaut mieux ne pas en parler. C'est comme si ça n'existait pas. Alors voilà, ça c'est une présentation un petit peu générale. Je ne veux pas vous faire une conférence. Et j'aimerais bien un retour, sinon je vais devenir aphone. Allez, quelques questions, je vous en prie. Viens avec le mien. C'est dingue ça, c'est dingue. Non mais laisse-le, tiens, laisse-le. Il doit être anti-libertaire. Ouais, je pense. Allez-y. Sérieusement, on va faire sur un micro parce que ouais, je suis sincèrement désolé. Je ne sais pas ce qui se passe. Question?
questions, commentaires, ou si vous n'avez pas aimé le film aussi, allez-y. Elle va pas, enfin, je pense que ça lui plaira aussi. Juste une question, Jordi. Est-ce que ce film a déjà été projeté en Espagne, en Catalogne, du nord ou du sud? Du tout. Et tu t'attends à quel genre d'accueil? Parce que c'est très polémique. Tu vas te faire écharper par les uns, saluer par les autres. Tu t'attends à quelle réaction et quelle suite ensuite à ce film? Alors, la première sortie du film va avoir lieu en Catalogne. C'est le 13 ou 15, je ne sais plus, 13 ou 15 novembre. Hein 13. Voilà. C'est le 13 novembre à Gérone. Pour l'instant, vous êtes les premiers à l'avoir vu. Hein, donc c'est une première. C'était pour Carnot, pour tout ce que ça peut représenter, c'est une première. Vendredi, ça sera à Argelès. Et le 13, ça sera à Gérone. Et bien évidemment, pour ce qui me concerne, parce que ce sont mes origines, je suis catalan d'origine, pas garanti, comme je dis, on s'en fout, mais il n'en demeure pas moins que je considère que, ne serait-ce que par respect à la tradition qui est la mienne dans ma famille, hein, c'est-à-dire des libertaires qui se sont engagés, qui sont morts pour une certaine défense d'un certain idéal, je pense que, comme je le dis dans le film, moi la Sardane ne m'intéressait pas, je n'aimais pas. Mais je découvre que cette Sardane, pourquoi on pouvait aimer cette Sardane? À quoi elle correspondait? Pourquoi c'était une utopie? Pourquoi elle portait quelque chose de collectif et un rêve collectif? Et comment on a pu la dénaturer, la falsifier? Et bien sûr, je déteste le nationalisme, et en particulier le nationalisme catalan. Ce n'est pas parce qu'il y en a certains qui ont été en prison, etc. Ce n'est pas parce qu'il peut y avoir une imposition du gouvernement central que je vais corroborer le fait qu'une pensée nationaliste puisse avoir du sens. Alors que l'histoire de cette danse, c'est au contraire la question fédérale. Hein, c'est la question, pas d'État, pas de frontières, et la primauté du local. Hein, c'est-à-dire la capacité, c'est mes origines libertaires, mais la capacité d'une démocratie directe de se réaliser dans les plus petits éléments, à savoir les villes, les villages, etc. C'est ce que tente de dire le film. Et j'espère qu'en Catalogne, et ce que je souhaite, c'est que ça pose effectivement des questions. Donc, ce film va susciter des polémiques, mais il me semble important aujourd'hui que le nationalisme catalan, comme le nationalisme français, comme tous les nationalismes, soit quand même un peu mis en accusation. Hein, c'est-à-dire on ne peut pas se permettre de considérer qu'on défend la liberté lorsqu'on défend une identité nationale. Ce qui est important, c'est la fédération, c'est ce que j'ai essayé de montrer dans le film. Et donc ce rêve, cette utopie concrète, hein, parce que c'est un engagement, il me semble important de le restituer. Donc effectivement, en Catalogne, ça risque de susciter quelques débats. Et je les attends avec impatience, pour le faire court. Bonjour, je ne suis pas de la région, mais je la connais un petit peu, notamment l'histoire, la façon dont l'histoire nous a fait rêver. J'ai beaucoup aimé le film, je vous remercie. En particulier la perspective historique, l'approche affective, les questionnements aussi bien affectifs que sur la portée symbolique, l'imaginaire. Il s'est équilibré. Mais je suis tellement rentrée dans votre argumentation, que j'en avais oublié qu'il y avait aussi des communistes finalement dans le coin. Alors, quel est le rapport des communistes à la Sardane? Une vraie question. François Fité. On va faire des allers-retours, malheureusement, un seul micro, c'est un peu dur. C'est pas grave, ça me fait faire du sport. Tu vas être en forme après. Hein. Ben, il y a une raison toute simple, c'est que cette période historique, 1800, autour de 70, on va dire, c'est une période où il n'y a pas cette séparation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un parti communiste constitué, il n'y a pas de communistes, il y a une tendance libertaire, mais qui va se manifester après, et c'est toute l'histoire de l'AIT, de la Première Internationale. C'est beaucoup plus tard,
qu'on va avoir en Espagne, le développement du Parti communiste. Et au début de la guerre civile, au début de la Révolution espagnole, le Parti communiste est extrêmement minoritaire. Il va se développer pendant cette période. C'est quelques dizaines de milliers de membres. Alors que, par exemple, on prend un syndicat comme la CNT, qui était un syndicat anarcho-syndicaliste, c'était autour de 1 million, 1,2 million. Donc on a vraiment un rapport complètement différent. Donc il n'y a pas encore à ce moment-là cette opposition. Elle va exister, bien sûr, mais elle n'existe pas dans cette période. Et quand elle existe, il y a déjà eu ce travail de sape qui a été mené avant par le nationalisme. Donc c'est pas escamoté, ce n'est pas le sujet encore central. C'est-à-dire le congrès qui va séparer, on va dire, la tendance libertaire de la tendance entre guillemets autoritaire, c'est 1872. C'est le congrès de la Haye. Donc on n'est pas encore dans cette période-là. Les bakouniniens d'un côté, les marxistes de l'autre, etc., etc. Cette dichotomie, elle n'est pas consubstantielle. Et dans ce moment-là, par exemple, c'est beaucoup plus un idéal républicain. Il y a une idée républicaine qui est dominante. L'idée libertaire en tant que théorie spécifique va se développer au fur et à mesure. Mais il y a quand même cette dimension qui est républicaine et avec une modernité, c'est-à-dire républicain fédéraliste. Bon, on ne va pas faire un cours d'histoire, mais ça ramène à la fédération jurassienne, qui était un lieu où, par exemple, les communards ont été, etc., avec des personnalités comme James Guillaume, comme historien, libertaire. Je veux dire, tout ça, ça vient se développer aussi bien en France qu'en Espagne. Mais en Espagne, ça prend une dimension que ça n'a pas en France. Cette dimension fédéraliste est vraiment très spécifique au développement du mouvement espagnol, pour des raisons qu'on peut expliquer, mais qui en même temps sont liées à l'histoire même de l'Espagne, et la façon dont c'est constitué en région, etc. Et pareil, voilà. Ça va ? Jordi, tu parles beaucoup du mouvement catalan, nationaliste catalan. Le nationalisme au XIXe siècle était progressiste et a construit l'Europe. Aujourd'hui, il est réactionnaire ou conservateur et il détruit, défait l'Europe. Le nationalisme aujourd'hui ne peut pas être autre chose que ça. Il ne peut pas avoir de pente progressiste de gauche ou autre que nationaliste et conservateur. Il faudra rappeler aussi aux catalanistes que, puisque tu montres des images du 19 juillet 1936 avec les barricades, que lorsque l'armée est sortie des casernes pour faire le coup d'État contre la République, à 6h du matin, tu avais tous les prolétaires dans la rue pour lutter contre les factieux. Alors que les Esta Català, le parti nationaliste, alors que Esta Català, le parti progressiste, indépendantiste catalan, eux, ils sont arrivés à 10h sur les barricades, quand tout était pratiquement fini, parce que ce sont constitués de bourgeois, comme aujourd'hui. Donc, il faut aussi leur rappeler cet événement-là pour pas qu'ils trafiquent aussi l'histoire de cette période. La classe ouvrière de Barcelone, ça lui a coûté 400 personnes lorsqu'elle a assailli les casernes et qu'elle a vaincu les factieux franquistes. Il faudra leur rappeler. Tu sais que, juste pour prolonger un peu ton propos, tu sais qu'il existe par ici, à Villefranche de Rouergue, une chanson, un événement qui est à l'origine d'une chanson, tu connais peut-être Jean Petit qui danse. Ça dit quelque chose à tout le monde. Jean Petit qui danse avec les mains, avec les pieds, etc. C'est une chanson que l'on raconte aux enfants dans les centres de motricité, notamment pour leur faire prendre conscience que leur corps est une totalité, que les mains, les pieds, les bras font partie d'eux-mêmes, ils sont un tout. Et cette chanson-là,
c'est le témoignage quasi silencieux à une époque sur un événement tragique qui s'est déroulé à Villefranche-de-Rouergue en 1643 sous le règne de Louis XIII. Et tout le Rouergue était en révolte contre l'augmentation des impôts, etc., et des lois iniques. Ils se sont révoltés. Il y a eu un grand mouvement qui a pris des dizaines de milliers de personnes, qui a été d'ailleurs irrigué jusqu'à Toulouse, Agen et bien ailleurs en Occitanie, qui a été réprimé par les dragons. Et l'un de ses leaders, il y a eu plusieurs leaders, mais l'un qui est le plus connu, il s'appelait Jean Petit, il était barbier. Il a été condamné, après un tas de trahisons, ceux de l'Église notamment, et il a été condamné au supplice de la roue. Donc sur la place publique, sur la grande place de Villefranche-de-Rouergue, on l'a roué avec une barre de fer, et progressivement, pour faire durer le plaisir, on lui a, parce qu'il était allongé, cassé la main, cassé le pied, cassé le poignet, cassé les membres, un par un, en gardant la tête pour le dernier moment, parce qu'il fallait que les bourgeois aient du plaisir jusqu'au bout. Ensuite, sa tête a été coupée, mise au bout d'un pic, et avec interdiction d'y toucher sous peine de mort. Et sa maison a été rasée jusqu'aux fondations à Villefranche-de-Rouergue. Et aujourd'hui, il y a une petite place qui s'appelle Place Jean Petit, puisque l'emplacement est toujours libre. C'est la surface d'un garage à vélo. Et dans l'intimité des chambres d'enfants, les femmes chantaient à leurs petits la chanson Jean Petit qui danse avec les mains, avec les pieds, etc. On connaît tous cette chanson-là. Et dans l'intimité de la chambre, au-dessus du berceau, les femmes ont perpétué le souvenir de Jean Petit qui meurt pour le roi de France. Et grâce à cette chanson d'enfantine, donc quasi innocente aux yeux des autres, est gardé le souvenir de Jean Petit et de cette révolte du Rouergue en 1643, pas loin d'ici. Et il existe aussi une danse qui s'appelle la danse de Jean Petit, où les hommes se mettent en cercle à terre et remuent leurs bras et leurs jambes de haut en bas, pendant que les filles dansent autour et disent Jean Petit qui danse avec le bras, il lève les bras avec les jambes, etc. Et ils sont assis, allongés en rond comme une roue, la roue du supplice. Et cette danse-là existe toujours. Tu vois que les danses, les chansons peuvent aussi, de manière innocente apparemment, perpétuer le souvenir d'une résistance populaire. Tout à fait. C'est très bien parce que ça me fait aller vers une particularité qui n'a pas été relevée, qui pour moi est importante. C'est que c'est un film musical. C'est un film musical, c'est un film dans lequel la musique a une place prépondérante. Et cette place prépondérante, elle est aussi dans ce que tu as dit, hein, c'est-à-dire dans le fait que, prenons un exemple, Pet Ventura, le compositeur qui est mis en avant dans le film, je veux dire, quasiment il a été réinventé par Anna Costal. C'était pas les sardanes de Pet Ventura qu'on entendait à partir des années 1910, 1920, 1930. C'est son travail. Et elle a fait un travail de publication discographique où elle a fait ressortir de l'ombre ces chansons-là. Et là où ça se rejoint, c'est ce qui est dit dans le film. C'est la façon dont, par exemple, le compositeur va intégrer, alors c'est pas en parole, mais il y a aussi des paroles, et qui jouent un peu sur cette même nature, hein, de jeu contradictoire et de rapport à la mémoire. Mais l'usage qui est fait des chants révolutionnaires et des hymnes révolutionnaires de tous les pays européens, hein, c'est-à-dire la façon dont on s'approprie la Marseillaise, l'hymne de Garibaldi, etc., c'est vraiment la même chose. On est vraiment dans cette dimension-là. Et c'est une dimension où une chanson va devenir exemplaire. Une chanson va signifier beaucoup plus. Et ce qui est dit dans le film, c'est qu'un hymne révolutionnaire chanté comme la Marseillaise de façon officielle, ça n'a rien à voir avec un hymne révolutionnaire chanté, dansé, sur les places, comme signe d'occupation physique des places et de l'espace. C'est-à-dire, comme je dis dans le film à un moment donné, ils en deviennent les maîtres. Et donc cette capacité que peut avoir la musique, et ça aussi, c'est ce qui est dit dans le film, ça manque. Il y a cette dimension de partage collectif d'une émotion, ce qu'on a dans une salle de cinéma, ce qu'on peut avoir au théâtre,
ce rapport au collectif et la passion qui peut naître et la fraternité entre les individus, ça c'est quelque chose d'essentiel. Et donc le film essaye de témoigner ça en utilisant la musique et plusieurs niveaux de musique. Hein, c'est-à-dire, il y a les chansons qui sont interprétées par Carles, hein, c'est l'accordéoniste diatonique. Et donc qui viennent, parce qu'effectivement on ne peut pas dire que l'accordéon diatonique soit un instrument musical de la Sardane, pas vraiment. Mais ça joue sur ce rapport de mémoire historique aussi. C'est une intervention. Qui n'a pas aimé le film? Oui. Ah, ouais. C'est bien Nicolas, vas-y. Pour quelle raison, Nicolas? Parce que c'est pas un film sur le tango. Alors, question, qu'est-ce que vous haïssez tant dans le tango pour qu'il ne soit pas présent dans le documentaire? Je pense que tu devrais faire un film sur le sud. C'est bon. Ah, ouais. Allez-y, prenez le micro si on entend. Ouais, simplement te demander s'il y avait justement aujourd'hui en Espagne des danses, alors pas forcément des danses sur les places publiques, c'est pas mal, mais des danses peut-être, je sais pas, peut-être dans le rock notamment, ou des voilà, qui reprennent justement ces formes circulaires ou pseudo-circulaires, parce que c'est pas forcément tout à fait circulaire, mais où on se tient la main, où il y a la volonté justement comme ça de garder de créer un contact. À ma connaissance, non. À ma connaissance, cette manifestation, ce qui sépare, par exemple, la Sardane du folklore, c'est l'engagement physique dans l'espace. Alors, on l'a eu dans l'épopée de rock'n'roll, on l'a eu, mais sur un registre totalement différent. Hein, on l'a pas eu, on a eu des lieux, hein, c'est-à-dire des concerts, dans lesquels, effectivement, il y a eu la représentation de toute une génération qui a pu s'y retrouver. Mais on n'a plus du tout ce rapport à l'occupation physique des places. Et ça, c'est quelque chose qu'on avait aussi en France. Hein, par exemple, la farandole, la Sardane est inspirée de la farandole. Hein, la Sardane longue que je mets en scène, elle est inspirée de la farandole. C'est-à-dire, la farandole, pendant la période révolutionnaire, c'est la même chose. C'est la façon dont le peuple, se tenant la main, fait une farandole, il traverse l'espace et l'occupe. Hein, c'est-à-dire, c'est contre tous les pouvoirs en place, la capacité populaire de s'approprier un espace. Et donc, non, ça n'existe pas. C'est ce que je dis à la fin du film, c'est-à-dire, on ne peut pas renouveler la Sardane, mais ça peut être la bande-son de quelque chose encore à inventer, mais qui contiendrait aussi cette part qui est ici, c'est-à-dire être ensemble, se tenir la main, l'entraide, et compter non pas pour thésauriser, hein, c'est ce que je dis dans le film, non pas pour thésauriser, mais simplement pour en signe de solidarité. Hein, donc c'est compter parce qu'on est solidaire et on compte les uns sur les autres. C'est peut-être toutes ces choses-là. C'est-à-dire, quand je dis qu'il y a une bande-son à réinventer pour notre période, c'est que ce film montre comment un peuple peut être solidaire, comment un peuple peut arriver à manifester son existence à travers des formes qui aujourd'hui sont complètement contestées, qui sont celles de la solidarité, de la fraternité et de l'entraide. Pas simplement de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, mais c'est des rapports pratiques. Et ça, c'est quelque chose qui était vraiment dominant dans la pensée révolutionnaire au XIXe siècle. Surtout la deuxième partie du XIXe. Sur ces bonnes paroles, oui. je l'amène. Et avec on a votre encore 110 esprit. minutes, il n'y a pas de problème. De toute façon, l'avion de Pascal Rabaté a un peu de retard. Il sera présent quoi qu'il arrive pour le débat. Et on ne désespère pas de l'avoir pour le lancement du film. Il sera bien présent pour le débat. Quand on voit des films sur les occupations d'usines en 1936, dans les cours, on voit que les gens dansent en chœur, en cercle et se donnent la main. Et lorsqu'on
voit les danses collectives qui existent encore, notamment en Bretagne ou ailleurs dans les campagnes, où on danse ensemble encore en cercle, parce que les communautés paysannes étaient solidaires, pratiquaient l'entraide sans arrêt pour les moissons ou un tas d'autres choses comme ça. Ça signifiait aussi, dans l'espace et symboliquement, aussi cette entraide. Alors qu'aujourd'hui, quand on danse, souvent c'est tout seul. Il n'y a même plus de slow le plus souvent. Alors que avec les luttes sociales, se créent de nouveaux liens, et quand on lutte, on vit, quand on vit, on lutte, et on peut penser avec un peu d'optimisme que ces danses-là se recréeront autour de la fraternité, de l'entraide de cher Kropotkin et à d'autres. Oui. Je suis effectivement d'entendre ces paroles à sa dernière intervention, ça me fait penser, et avec ce que vous disiez, à une fois où je suis allé à Paris pour une manifestation Gilets jaunes qui a été interdite le matin, et où là il y avait des musiciens qui ont essayé de lancer quelque chose lancer un air de musique tout simplement, qui a permis simplement aux gens de se retrouver. Et sans même manifester, où on s'est retrouvé nassé. Donc en fait, on arrive à une autre question qui était dans le dernier festival avec le film de David Dufresne, La Nasse, la question de... Et ça me refait penser justement que l'après-midi, il y avait une manifestation à côté du Palais du Louvre, du Louvre, et qu'à nouveau nassé, et ben en fait, il y a eu des initiatives où en fait, justement, l'idée, ça a été de faire une ronde autour de la nasse, c'est-à-dire d'essayer de se désencercler en tournant et en chantant, effectivement, en faisant une farandole physiquement autour de la nasse. Donc ça, c'est des formes qui existent, mais en état peut-être embryonnaire, mais qui, oui, c'est intéressant parce que c'est sur cette... J'avais oublié, et voilà, ça arrive. Disons que, c'est juste ce point-là. Pour ce qui me concerne, je considère que le mouvement des Gilets jaunes a été le mouvement social le plus important depuis 1968. Après, qu'il y ait toutes les contradictions à l'intérieur du mouvement des Gilets jaunes, mais ce n'est pas le problème. Le problème, c'est plutôt comment, à un moment donné, il y a eu un peuple, c'est-à-dire le peuple qui manque, c'est la fameuse formule. Bon, le peuple, il manque parce qu'on considère qu'il n'existe pas. De la même façon que quelqu'un qui habite, par exemple, à Carmaux, quelle est son existence par rapport à la centralité parisienne? Donc, ça, c'est pareil, c'est-à-dire c'est une inexistence notoire. Donc, il y a vraiment, de la même façon que, par exemple, les communications, on est obligé de prendre sa bagnole, des choses comme ça. Cette réalité toute simple, que tout d'un coup, et aujourd'hui on le retrouve à nouveau, qu'au prix à la pompe, on ne puisse plus assurer la survie, c'est-à-dire, je le dis souvent, nous avons à nouveau le retour de la vraie faim. C'est-à-dire la vraie faim, c'est-à-dire qu'à nouveau, avoir faim revient. Et c'est pas simplement avoir faim parce qu'on ne peut pas bouffer. Si, on peut bouffer de la merde. Mais c'est aussi parce qu'on ne peut plus survivre. D'ailleurs, il ne s'agit même plus de vivre, il s'agit simplement de survivre. Donc, ces mouvements qui ont pu naître à travers les Gilets jaunes expriment quelque chose qui est essentiel, c'est-à-dire qu'une part qui a été complètement occultée, et pas simplement par la droite, mais une bonne partie de la gauche l'a totalement évincée. On avait vu, par exemple, pour certains vous êtes un peu jeunes, mais pour d'autres non, la campagne de Lionel Jospin, le terme de classe ouvrière et d'ouvrière est disparu du vocabulaire. Donc on ne peut pas faire disparaître comme ça un peuple. Et donc je pense que c'est intéressant de voir qu'à travers ce que vous dites, sur ce qui s'est passé à Paris, etc., c'est la partie qui, moi, m'a intéressé. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo sur le sujet, tout de suite, dès décembre, dès le 1er décembre. Donc parce que je sentais qu'il y avait quelque chose d'essentiel qui était en train de se jouer. Et c'est ça. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a le retour d'un refoulé de l'histoire qui se manifeste au premier plan. Indépendamment de toutes les contradictions que peut avoir le mouvement. Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, il est le retour de quelque chose. Et là, je suis tout à fait d'accord. C'est signe de quelque chose aussi. Avant de clore,